Alors, j'ai essayé de mettre une petite définition de ce qu'est un système embarqué. J'ai mis entre parenthèses complexe, puisque la complexité va dépendre de l'application que vous visez. Donc, comment on peut le définir? C'est un système électronique informatique, on voit bien le lien entre les deux disciplines, autonome, qui est dédié à une tâche bien précise. Donc, si vous prenez un four micro-ondes, toute sa vie, ça sera un four micro-ondes, ça ne sera jamais une télé. Vous voyez ? Il y a un autre souci, c'est que, vu de l'extérieur, on a du mal à discerner à la fois ce qui est matériel et logiciel, parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est aussi une particularité, dès qu'on sort du champ de la conception, de savoir comment a été conçu le dit système. Alors, quelques autres caractéristiques, c'est essentiellement un système numérique. Donc, qui dit système numérique, donc il y a éventuellement de l'analogique, on va dire, en front-end, en avant, et peut-être en sortie aussi. Et puis, au milieu, vous avez le calculateur, c'est-à-dire le processeur. Donc, on va exécuter une logique programmée, c'est-à-dire un logiciel qui sera dédié pour réaliser une fonctionnalité bien précise. Une autre particularité importante, c'est au niveau des entrées-sorties. Les entrées-sorties sont généralement limitées, voire inexistantes. Donc, ce n'est pas un écran, un clavier. Ça sera des boutons poussoirs, des LED, des afficheurs LCD, etc., ce que vous connaissez. Donc, en fait, quelque part, c'est tout sauf un PC traditionnel. Ne serait-ce que sur le packaging. Alors, les domaines d'application, on les retrouve vraiment partout. J'en ai discerné 4. Donc ça va dans tout ce qui est dans le domaine du traitement général, du calcul général, du contrôle de système, du traitement du signal, et puis tout ce qui est télécommunications et réseau. Globalement, on pourra toujours se débrouiller à les mettre dans ces 4 catégories. Alors j'ai mis quelques petits exemples, donc vous en avez vraiment partout. Donc j'ai mis par exemple un positionneur GPS, votre autoradio, pareil, qui va communiquer. Pour faire plaisir aux élèves, le club robot, donc les petits robots, effectivement, c'est un bel exemple de système embarqué dans le domaine de la robotique. Et puis l'automobile, bien sûr, qui est un cas d'exemple, où vous allez retrouver des dizaines de processeurs qui vont communiquer entre eux. On met un petit processeur pour contrôler la pression des pneus, et puis ça vous ramène via un réseau l'information sur le tableau de bord. Donc beaucoup de processeurs distribués, voire des petits processeurs 4 bits simplement pour contrôler la pression de votre roue. Alors une autre caractéristique qui va vite arriver, auquel on va être confronté, c'est la notion de temps réel. Donc ça, c'est une notion un peu aussi magique, je vais repréciser, parce qu'on va être obligé d'être réactif, c'est-à-dire qu'on va réaliser des opérations en réponse à un événement. Donc généralement, on va interrompre notre système. Et puis, il faut faire un calcul et donner un résultat. Donc ce qui est important, c'est la pertinence du résultat, c'est-à-dire le moment auquel il a été délivré. Si on rate une échéance, c'est-à-dire qu'on délivre en fait l'information trop tard, on peut avoir 2 types de dysfonctionnements, ce qui va nous permettre de discerner 2 types de temps réel. Donc il y a la notion traditionnelle, le temps réel ou temps réel dur de l'électronicien. Donc là, typiquement, c'est le plantage. Si je contrôle un moteur, il s'emballe et puis terminé. Et puis une notion qui est un peu plus récente des informaticiens, le temps réel mou. Donc là, je vais en fait perdre une information, mais ce n'est pas dramatique, globalement en soi. Donc c'est ce que j'appelle la qualité de service, la QoS. C'est typiquement tout ce qui est traitement de flux vidéo. J'ai perdu une échéance, une trame vidéo, une image vidéo, c'est pas très gênant, parce que je pourrais me recaler un peu plus tard. Donc au niveau du service offert à l'utilisateur, c'est pas très gênant. Ouais, donc ça fait 2 catégories. Alors il y a d'autres caractéristiques qu'on peut mettre en avant. Donc il y a du point de vue packaging, ce qui est important, c'est l'encombrement, le poids. Donc on fait de l'électronique petit format. Les applications portables doivent minimiser bien sûr la consommation électrique. Et puis on va retrouver le fait qu'on essaye de concentrer au niveau de la conception du circuit imprimé la cohabitation d'électroniques qui ne vont pas forcément bien ensemble. Faire l'électronique analogique des radiofréquences et du numérique, c'est relativement compliqué et complexe pour réaliser le circuit imprimé, l'intégration. La consommation, bien sûr, c'est un paramètre très important à contrôler. On en est même arrivé à regarder dans les jeux d'instruction des processeurs celles qui consomment moins d'énergie pour augmenter l'autonomie du système complet. Et puis, si on ne fait pas attention, une consommation excessive, ça augmente le prix de revient de l'ensemble, parce qu'il faudra des batteries de plus forte charge.
L'environnement. Alors l'environnement, généralement, c'est pas un environnement contrôlé. J'ai un PC bien au chaud à la maison. Non, le système embarqué, il subit un certain nombre d'agressions, hein, diverses et variées, hein, de température, de vibration, de pression, les variations d'alimentation, les interférences, la corrosion. On sait bien que l'électronique n'aime pas trop l'eau et le sel. Le feu, les radiations ionisantes si je fabrique des satellites. Donc on est dans un environnement qui n'est pas forcément bien contrôlé et maîtrisé. Donc ça pose des soucis, notamment au niveau de la conception. Il y a aussi des cas où on prend en compte justement l'évolution des caractéristiques des composants en fonction de divers paramètres, la température, les radiations. Donc si vous concevez un satellite, on sait que les radiations ont un impact direct sur les paramètres des transistors, hein, le gain chute par exemple, et donc il faut concevoir une électronique qui soit capable d'être robuste aux radiations pour avoir une durée de vie la plus grande dans l'espace. On ne va pas s'amuser à lancer des satellites tout le temps. Voilà, donc ça c'est aussi important, essayer de contrôler, de quantifier peu ou prou l'environnement dans lequel va vivre le système. Il y a des soucis de fonctionnement critique hein, pour la sécurité des personnes. Hein. On ne fera pas de la même façon un lecteur de DVD qu'un contrôle de commande dans l'Airbus. Donc il y a la notion de criticité qui est très importante. Le système doit toujours être fonctionnel, ça c'est important. On ne va pas s'amuser comme sur un PC à avoir un PC figé, obligé de redémarrer 10 fois, ça c'est pas possible. Le bouton reset sur la fusée, on aura du mal à appuyer dessus. Vous voyez, donc c'est important de prendre en compte dans la conception tous ces paramètres. Il y a la sûreté de fonctionnement du logiciel, hein, donc il faut essayer de faire des logiciels les plus sûrs possibles. Et puis éventuellement avoir un système opérationnel même quand un composant électronique lâche. Hein, donc, dans les systèmes qui sont massivement autonomes, on va travailler sur la redondance hein, pour prendre une décision à la majorité, par exemple. Alors, autre caractéristique, beaucoup de systèmes embarqués sont fabriqués en grande série et doivent avoir les prix de revient les plus faibles possibles. Hein, donc ça, c'est très important. Donc si, par exemple, vous arrivez même à économiser une résistance à 3 centimes d'euros sur 1 million de pièces, vous voyez tout de suite le gain que vous avez sur le prix de revient de l'ensemble. Donc c'est très important d'optimiser le prix de revient. Donc tout ça a un impact, en fait, le prix, sur les contraintes que je vous ai déjà citées, donc sur la minimisation de la consommation électrique, la capacité mémoire. On ne va pas mettre des gigaoctets de mémoire. Hein. Un système embarqué typique, c'est quelques mégaoctets de mémoire, pas plus. Et puis un processeur qui soit dimensionné au plus juste. On ne va pas mettre la Rolls-Royce des derniers processeurs pour faire une télécommande de télévision. Ça semble logique. Voire en mettre plusieurs, petits, et travailler sur des échanges d'informations. Là, donc typiquement, un système embarqué, c'est ça. Hein. Donc c'est une belle boucle de rétroaction où on va essayer de piloter les sorties, les actionneurs par rapport au capteur. Et donc vous avez le calculateur qui se trouve au milieu, qui va faire le traitement adéquat en fonction des consignes et puis des entrées. Bien sûr, ce qui est important, c'est de voir l'agression de l'environnement extérieur, qui n'est pas classique par rapport à ce qu'on vit chez soi. Alors je vais revenir sur cette notion de temps réel que j'ai introduite, hein, et donc redéfinir un peu ça. C'est généralement aussi une bonne approche pour introduire la notion de système d'exploitation, parce que maintenant l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Généralement, on va retrouver comme contrainte à respecter le temps. Hein, donc il faut être capable de respecter des contraintes temporelles fortes, donc le temps réel dur. Et pour ça, pour le faire de façon la plus harmonieuse possible, on pourrait le faire en logique programmée, câblée. On va plutôt travailler en logique programmée. On va utiliser un système d'exploitation temps réel qui sera capable de vous fournir les contraintes temporelles. Alors,